Président, vous regardez la régie, vous bougez... Ça vaut le coup, puisqu'on a déjà fait ce duel-là et on a dit, enfin on a été trois à dire sur ce plateau que l'OM était super bien placé pour... si vous avez bien écouté la première partie, non, d'accord, si vous avez bien écouté la première partie de Jérôme Alonso, il dit ces dernières semaines contre Monaco et contre Nice, l'OM ça joue qu'une mi-temps et après physiquement ça plonge. Mais le gros problème, c'est que Monaco et Nice sont bien meilleurs que le PSG en ce moment. C'est ça le problème. Il y a ça, je suis désolé. Il y a ça, et puis c'est factuel. C'est quand même un classico. Il y a eu des boulevards quand même un peu, même si l'OM a bien bousculé le PSG en première période, qu'ils ont une balle de 2-0 avec Under, qui font le match qu'on attend. Mais il y a sur des contre-attaques quelques boulevards, comme il y en avait eu pour Monaco, peut-être un peu moins pour le PSG. Le tir de Neymar sur le poteau, l'égalisation malgré tout, c'est disputé. La différence, c'est que à la 57e minute, je crois que c'est là le but de Malinowski. Oui. Et après, le PSG n'a aucun... Ils ont une occasion avec Messi, celle de Messi, Neymar sur Messi. Mais après, il n'y a rien. Après, alors, ils font que défendre. Hein. Marseille, c'est le cœur, les tripes. À ce moment-là, tu sens que... Mais ils ont fait le choix, ce qu'ils ne font jamais, de rester tous derrière, quoi. Même à partir de la 57e minute, c'est assez rare quand même. Je ne sais pas si c'est un choix ou c'est parce qu'ils subissent aussi à ce moment-là que Paris... enfin non, quand je dis un choix, oui, c'est le scénario du match qui fait ça. Ils sont fatigués aussi et Paris commence à bien pousser. Mais ça n'a pas non plus été une domination énorme du PSG en fin de match avec une pluie d'occasions. Ils ont été quand même assez maladroits, voire très maladroits quand on voit Neymar, le niveau de Neymar ce soir. Oui, c'est ça, le sentiment quand même global, c'est que Paris se fait manger. Enfin, je suis désolé. Exactement. Et moi, c'est en cela où je suis étonné. Et si on est cohérent avec ce qu'on pensait et où on s'est trompé. Mais tu as vu Paris ces dernières semaines? Attendez, laissez-moi s'exposer. Pardon? On était deux dans le duel quand même, je crois. Mais c'est surtout que j'avais vu que Marseille avait des failles. On l'a vu, j'étais au bord de la pelouse, j'ai vu que Marseille avait des failles. Et je me suis dit quand même, j'ose espérer que dans ce contexte-là, Paris saura les exploiter. Il y a quand même les joueurs pour le faire. Vous ne racontez pas d'histoire. Bien que Paris n'a pas de en ce moment, mais ne me dites pas non plus que Paris n'a pas les joueurs pour exploiter. Tu as raison, mais en même temps, Marseille... Les deux matchs de Paris, les deux derniers matchs, contre Reims et contre Toulouse, c'est une équipe qui était en panne d'idées, qui était coincée et qui se fait... Contre Reims, au bout d'un quart d'heure, Reims peut mener 2-0. Alors donc, est-ce que l'essence de ces équipes-là, c'est pas non plus parfois, s'il y a un grand rendez-vous, de pouvoir trouver les réponses quand l'école s'élève. Mais justement, Jérôme, est-ce que ce soir... Tu peux pas être aussi triste, tu peux pas être aussi triste les matchs avant, puis tout d'un coup devenir quelque chose d'exceptionnel. Il y a pas... Non, mais entre triste et exceptionnel, est-ce qu'il n'y avait pas un truc entre les deux? Merci, Président. Je disais à Jérôme, est-ce que ce soir, tu ne relis pas aussi différemment le match de Marseille contre Nice? Parce que, à l'évidence, visiblement, ce rendez-vous contre le PSG, il était un peu aussi dans les esprits. Ils n'ont pas fait la première mi-temps ce soir qu'ils ont fait contre Nice. Puis c'était pas la même compo d'équipe. Il y avait une intensité. Déjà, il n'y avait pas les mêmes équipes. Voilà, les changements de Tudor, on a parlé Vertou. C'est vrai que Vertou, dans ce schéma avec des grosses prises de risque à la perte, il faut. Non, c'est pas la faute de Nice, mais il est clair que le Marseille tel qu'il a été construit contre Nice avec Payet n'avait pas les armes que ce soir Tudor a aligné quand même. Tactiquement que Paris, techniquement que Paris et physiquement que Parie. Donc ça compte aussi dans la manière dont ils ont mettez Marseille. Je suis désolé. Je veux bien que l'équipe soit pas la même. Techniquement, pas sûr. Physiquement, et tactiquement, le déchet technique c'est peut-être supérieur que Paris. Non, mais pas sur l'année. Non, mais sur la semaine. Pas trop, quand même. À la base, pas trop, Didier, mais sur les deux matchs-là, oui. Parce qu'ils ont vraiment été bousculés, ce qu'a pas trop réussi à faire Marseille avec Nice, parce qu'il y avait un répondant physique qui faisait qu'ils ne pouvaient pas leur marcher dessus, comme ils ont fait de temps en temps. On va aller voir Bertrand. On va aller voir Bertrand qui nous attend. Bertrand, bonsoir. Oui, il était moins. Bertrand, vous avez eu la chance d'assister à ce match vraiment bord pelouse au stade. Ce qui vous a impressionné, c'est physiquement les Marseillais par rapport aux Parisiens ce soir? Est-ce que cette impression se dégage comme ça? Vous a sauté au visage? Déjà, Olivier, je ne peux pas commencer par prendre la parole sans évoquer l'ambiance et l'atmosphère ce soir au Stade Vélodrome. C'est incroyable, c'est sans doute une des
un des endroits les mieux en France, en tout cas, pour jouer au foot quand ça se passe comme ça. Et c'est vrai que l'ambiance était incroyable tout au long du match. La liesse et la ferveur ensuite également, c'est vraiment noté parce que je pense que les 65 000 spectateurs et les joueurs aussi qui ont participé à cette match, quand ils vont rentrer chez eux, forcément le retiendront longtemps parce que c'est un gros match auquel on a assisté. Et après, moi, ce que je retiens, c'est que les Marseillais ont gagné cette rencontre en respectant les principes qui sont les leurs depuis le début de la saison. C'était audacieux. Ils l'avaient déjà fait au Parc des Princes à l'aller. Ça n'avait pas payé, mais là, ils ont utilisé les mêmes ingrédients et ça a réussi. Alors effectivement, à chaque fois sur les fins de période, fin de première période et fin de match, ils subissent beaucoup et ils étaient vraiment éreintés. Et il y a aussi forcément toutes les carences, toutes les lacunes du Paris Saint-Germain que l'on voit semaine après semaine. Et on pouvait se dire que dans un match identifié comme celui-ci, peut-être que les Parisiens auront davantage de répondants. Ce n'est pas le cas. Neymar est toujours aussi inquiétant. Il y a beaucoup de sujets à soulever. C'est vrai qu'à 6 jours d'un match contre le Bayern, ça pose question. Il y a un peu le faux lac quand même. Ça pose d'autant plus le faux lac qu'avant le Bayern, il y a Monaco. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un enchaînement qui est quand même inquiétant pour le Paris Saint-Germain, parce que si ce Paris Saint-Germain arrive contre le Bayern en étant secoué de la même manière qu'ils viennent de l'être à Monaco et donc à Marseille, il y a avec le passé de Reims, le passé de Toulouse, le passé de Rennes, on est quand même là sur une... De Lens, c'est compliqué, c'est quand même très très compliqué la lecture de cette équipe de PSG. Rappelons que Monaco a le meilleur bilan depuis le mondial, juste derrière donc l'Olympique de Marseille, 19 points, et Monaco a 17 points. Voilà, j'ai retrouvé mes petites notes, 17 points pour pas dire de bêtises. Le capitaine du Paris Saint-Germain a réagi. Colère froide. On n'a pas réussi notre match. C'est le moment de fermer nos bouches. Déjà un titre qui s'en va. Ce n'est pas notre meilleure période. On est dégoûté. Voilà, on n'a pas réussi notre match. Oui, c'est plutôt classique. Christophe Galtier viendra s'expliquer, évidemment, en conférence de presse. Nous nous connecterons à la caméra de Nicolas Chebriand dans quelques minutes. Moi, j'ai pas mal bossé sur le physique. Là, j'ai retrouvé une interview que vous aviez réalisée d'Andrea Raggi, qui a contacté, qui a eu connaissance à Monaco de Carlo Spignoli. Ce monsieur-là, il va apparaître peut-être, vous allez le montrer, c'est le préparateur physique de l'Olympique de Marseille. Et donc, dans l'interview, il dit, en plus du foncier, il nous faisait travailler musculairement avec des exercices spécifiques assez inventifs. Avec les Marseillais, il va créer des machines. Carlo, c'est un phénomène. Au début, tu peux râler car les joueurs de foot n'aiment pas courir, mais quand tu vois que tu n'es jamais fatigué pendant les matchs, c'était pas tout à fait le cas, mais enfin bon, que tu te sens bien et tu finis mieux que tes adversaires, tu comprends vite le bénéfice. Là, c'est la patte Spignoli, on l'a vu ce soir, et notamment au début du match où... Là, ils ont été c'est aussi la pâte Tudor. C'est une préparation à l'italienne. Ils en ont refait une. En plus, ils en ont refait une couche pendant la Coupe du Monde en stage. Donc, il y a eu beaucoup de travail foncier, mais c'est aussi dans la tête. C'est aussi comment il est... Déjà, sa philosophie du football, ce foot hyper agressif, où dès que tu as le ballon, il y en a au moins deux qui t'arrivent dessus. En permanence. Et ils le font bien sur les gros matchs. Ils l'avaient très bien fait au Parc des Princes. Et c'est vrai qu'après, tu te retrouves à 10 assez vite. Et à 10 contre 11, c'est compliqué. Ils l'avaient bien fait à Tottenham. Mais pareil, ils se font avoir. Ils se finissent à 10 aussi. Et à 10 contre 11, c'est compliqué. Là, ce soir, ça a tenu. Mais il n'y a pas beaucoup d'équipes, quand ils sont dans cette intensité-là, et aussi c'est l'adversaire et c'est l'ambiance dont parlait Bertrand qui porte un peu les joueurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui résistent à leur gros pressing sur la première demi-heure. Après, là, ils ont été capables pas de tenir, parce que aussi Paris, à un moment donné, c'est autour de la un peu meilleur jeu, techniquement en début de deuxième. Mais ils ont été capables de maintenir assez d'intensité pour tenir le match. Oui, je voudrais juste qu'on ne réduise pas la préparation physique à des préparateurs italiens, parce que Lens, dont on a vanté depuis des années la qualité de la préparation physique, c'est eux qui ont les meilleurs stats, c'est un Français. Et ils courent de la même manière. Donc quand il y a des gens compétents, oui, non, mais je ne disais pas ça. Je dis juste vraiment que Tudor a une culture italienne. Je suis d'accord. Mais c'est pas pour dire que les autres ne sont pas bons. Non. Voilà. Je sais que tu adores les Italiens. Je sais que tu aimes les Italiens. C'était un message de la Fédération française de football. Simplement un message de logique et de la réalité. Il y a des préparateurs physiques en France qui fonctionnent dans des clubs et qui marchent très bien. Bon, on a pigé. Voilà, en France, on a du talent. On a du talent. On a même Didier Roustan. Mais
pour Paris, même la qualité athlétique de Marseille, je veux dire, Nice a su la contrer. Oui, parce qu'ils avaient un point d'appui, parce qu'ils avaient de la profondeur. Monaco va leur faire exactement la même chose. Contre Marseille. Voilà, et Marseille n'avait pas la même équipe. Je pense que quand tu mets Payet, Vitinha qui commençait... l'autre jour. Voilà, Sanchez, c'est un poison. Dans un match comme ça, il t'épuise, Sanchez, il n'arrête pas de courir. Mais je veux dire, en première mi-temps... Mais même en première mi-temps, je veux dire, Paris, le problème de Paris, c'est que leur seule possibilité de compte, c'était Messi et Neymar sur des courses de 30 mètres ou 40 mètres. Non, pour jouer dans ce match-là, il faut que Paris joue dans les 30 derniers mètres et qu'ils aient des situations pour qu'il y ait du monde dans la surface. On l'a vu un peu comme ça. On l'a vu un peu dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Mais dans les 30 derniers mètres, il ne s'est rien passé aujourd'hui. Ils ont été dans la dernière demi-heure et il ne s'est rien passé. J'ai été étonné, autant Nuno Mendes a donné des possibilités, autant Hakimi, qui était un avion à réaction lors du dernier match contre Toulouse. Oui. Mais là, il a été bien fermé sur le côté. Oui, mais quand même. Il n'a pas eu de situation, il n'y a pas eu de boulevard, il n'y a rien qui s'est ouvert. Oui, non, mais à lui de se les créer, Nuno Mendes, il se les crée quand même, tu vois. C'était étrange, il n'y avait que ce côté gauche qui pouvait un petit peu gêner les Marseillais. D'ailleurs, il a une balle de 1-0, Nuno Mendes. Oui, à la 4e minute, avec un joli service de Neymar. Voilà. Non, mais moi, Neymar, un beau face-à-face je ne l'ai pas trouvé aussi nul que tout le monde le dit. Moi aussi. Moi, je trouve que dans ses prises de balles, sa distribution, etc., simplement, tout comme Messi d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens sur qui t'appuyer, quoi. Je vous mets sur pause. Tu vois, on a la case notons Neymar, on notera Neymar. Est-ce qu'il a fait un bon match ou pas? Pas tout de suite, hein, c'est un petit... Dans ces conditions-là, moi, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé présent quand même. Tu vois. Moi, je reviens sur la discussion de la première mi-temps avec le papier, notamment l'article de Mélisande Gomez, en disant qu'ils avaient bien joué au parc et tout ça. Et je me posais la question, on se posait la question, est-ce que l'OM se rapproche au fur et à mesure, essaie de grapper son retard, ou est-ce qu'il y a toujours ce petit truc-là, ce petit truc en moins qui leur manque? Ce soir, on a la réponse, en fait. L'OM, là, a rattrapé le Paris Saint-Germain sur un match. Oui, on a la réponse sur une séquence, c'est-à-dire que depuis quelques semaines, on voit quand même un Paris Saint-Germain, même s'ils ont 8 points d'avance au championnat, qui est en train de reculer, qui perd quand même son football, et une équipe de Marseille qui est assez constante. On l'a vu, c'est les meilleurs au classement depuis le retour de la Coupe du Monde, même si là, ils ont eu quelques contre-performances. Mais on a la sensation que l'écart a par séquence diminué et que sur ce match-là, ça a été le débat de la première partie, de faire du Paris Saint-Germain un favori logique, vu son état actuel face à cet OM-là, me paraissait, et nous paraissait pour la majorité des gens du plateau, incohérent. Parce que ce Paris Saint-Germain-là, aujourd'hui, n'a aucune marge et a des trous individuels et des trous collectifs. Je me suis posé la question pendant la grosse demi-heure impressionnante de l'Olympique de Marseille au début de match, où ils étaient pris par le pressing de l'OM, les Parisiens. Verratti, on va dire, dans ce registre-là, il peut être intéressant. Et là, il n'a pas tellement existé. Il subissait la fureur de Marseille. Contrairement à ce que certains disaient avant l'émission. Oui, contrairement. Mais on ne va pas donner les noms, parce qu'on est élégant. Vitinha et Ruiz, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Est-ce qu'il y avait un problème de joueur, de profil, de combat, ou un problème d'organisation? J'aimerais avoir votre regard, Raymond. Non, mais Vitinha lui a donné quelques solutions un peu en profondeur. C'est lui qui allait à droite, à gauche. Il n'a pas été aussi... Ouais, mais ils n'arrivaient plus. Ils n'arrivaient plus à la ressortir. Ils étaient bloqués. Non, mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est faire ce qu'ont bien fait les Niçois, encore une fois, c'est de trouver un appui et d'avoir des milieux qui sortent très vite et qui viennent les soutenir et les libérer. Marseille, quand ils poussent comme ça à 6, à 7, ils se retrouvent. C'est le premier ballon contré, si les bonnes passes arrivent et qu'on trouve un point d'appui, ils sont en difficulté. Oui, mais il n'y a jamais pu le faire. Oui, mais il n'y a jamais eu ça. Ils l'ont fait une ou deux fois en première période, quand même. Ils l'ont fait une ou deux fois. Ils l'ont fait plutôt en fin de première mi-temps, au moment où Marseille égalisait. Il y a eu une sorte de petit flottement. On a vu que le bloc parisien était un peu remonté. Il y avait quelques situations. Ça donne Neymar, notamment. Oui, quand Marseille ouvre la marque. Quand Marseille ouvre la marque, il y a eu une petite décompression et là, il y a eu des possibilités quand même. Moi, je trouve qu'il y a eu des espaces à certains moments, tu vois, pour Messi et Neymar 3-4 quand même dans la première mi-temps où ils revenaient. Ils ne peuvent pas partir de 35 mètres, 40 mètres pour aller marquer un but. Ils ne peuvent plus. On l'a vu, Messi, à un moment, il a une possibilité. Il a fait 40 mètres avec le ballon. Puis il s'est enfermé. Mais c'est sûr que là-dedans, dans ces prises de risque marseillaises où ils laissent beaucoup d'espace derrière eux,
Et volontairement, le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, c'est une bénédiction. Parce qu'évidemment, Neymar, qui vient de fêter son anniversaire le 5 février, rappelons-le, il ne va pas te faire 40 mètres tout seul comme le fait Mbappé. Anniversaire dignement fêté, nous le rappelait Giovanni Castaldi hier soir sur ce plateau. Mais je trouve qu'il a cavalé, Neymar. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt saignant. Peut-être on demandera plutôt à Bertrand. Bertrand, vu du stade, mais c'est pas Neymar, c'est l'impression physique des Marseillais. Je vous ai lancé là-dessus, puis après, on est parti dans l'ambiance, tout ça, mais il n'y a pas quelque chose quand même qui vous est apparu comme un truc, ce soir, on a vu des Golgoth marseillais, non? Oui, bien sûr, on va pas les réduire uniquement à leur qualité athlétique, mais c'est vrai que si on grossit le trait, je trouve qu'il y a une équipe qui court et une équipe qui court beaucoup moins. Alors après, je ne sais pas si les chiffres se vérifieront demain quand on aura davantage des données, mais l'impression que les Marseillais, pendant très longtemps, étaient plus nombreux sur la pelouse que les Parisiens, font plus d'efforts, font plus de sprint et avaient face à eux une équipe parisienne monorhythme, mais que la dépense d'énergie, elle était plutôt marseillaise et que voilà, les duels, ils étaient gagnés. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que je trouve que dès que les Parisiens, mais on l'a déjà dit 100 fois, se font entrer dedans dans les duels, j'ai l'impression qu'ils les subissent un peu, cherchent du regard l'arbitre pour comprendre ou non pourquoi il n'a pas sifflé une éventuelle faute. Et il y a un vrai déficit athlétique côté parisien et c'est une des forces marseillaises. Et ce soir, je trouve que cette rencontre l'a bien illustré. Oui, il y a eu un petit lobbying de l'arbitrage, enfin je le définis comme ça, le lobbying des Parisiens à la pause, juste avant la reprise. On a vu François Le Texier parler avec certains Parisiens parlant à l'arbitre. Derrière, il y a eu un carton jaune assez rapide. Je lui ai dit tiens, mais je me suis posé la question. C'est-à-dire qu'ils en voulaient peut-être un peu. En tout cas, il y a une explication. J'avais pas le son, malheureusement, à la pause, juste au retour de la deuxième mi-temps. Comme dit Bertrand, si tu veux, ils se sont fait secouer physiquement. C'était un vrai classico. Mais dans les règles de l'art. Avec des vrais contacts. C'était pas limite, c'était bien. Mais jamais d'attentat, quoi. Je veux dire, c'était celui qui avait envie le plus d'avoir le ballon ou qui l'avait. Et manifestement, c'est Marseille qui a fait un gros match. Et c'est ces joueurs-là qui voulaient vraiment avoir le ballon, sauf quand, à 2-1, ils ont un petit peu reculé et ils n'ont pas laissé de faille. Mais ce qui est sûr, Didier, c'est qu'il y a moins d'attentats, mais des fois, tu sais, dans l'affolement, ils ont bien maîtrisé leur affaire. La récurrence dont Bertrand parlait, c'est que quand Paris se fait rentrer dedans, Paris ne gagne pas. Ça, c'est absolument certain et c'est sûr à 100%. D'ailleurs, cette année, les matchs où Paris s'est fait rentrer dedans, ils en ont gagné 0. Ça, c'est zéro. On avait fait un truc avec les membres du top 5. Les membres du top 5, il y a une victoire contre l'OM en championnat au Parc des Princes, mais si on match nul contre Monaco, défaite à Rennes, défaite contre Lens également. Voilà. Paris, et je prends le 1 partout au Parc contre Monaco. Oui, et le Monaco. Tu as vu la rage d'un Alexis Sanchez, quoi. Je le dis, c'était un mort de faim, on aurait dit machin. Under, il fait une première mi-temps quand même, il est partout, il te fait le grand pont sur truc, il a cette balle de 2-0, etc. Tous, ils ont été extrêmement vaillants. Et là, j'avais Jo Mikou tout à l'heure à la fin du match. Il me dit, j'espère que vous allez parler du match extraordinaire de Rongier. Pour lui, c'est le MVP. C'est MVP marrant, parce qu'il a colmaté toutes les brèches, tout ça. Je vois Alexis Sanchez. Et c'est vrai qu'il avait un rôle un peu hybride parce que du coup, il était le troisième défenseur central tout en étant le milieu de terrain, le libéraux du milieu de terrain et tout en était machin. Et c'est vrai que... Et là, Tudor, il a réussi encore quelque chose, parce que c'était nouveau pour lui. Pour le coup, Rongier, normalement, il est milieu défensif, etc. Alors que là, il a alterné les deux, quoi. Une première réaction d'Igor Tudor. Pour aller chercher Messi. Il donne raison à Bertrand Latour concernant l'ambiance. L'ambiance est dingue. Ce stade, ces gens méritent ce genre de victoire. Le concept de favori n'existe pas. Voilà ce qu'il a dit. Ok, très bien. C'est bon ? Non, rien du tout. Ok. C'est par rapport à un débat qu'on a eu en première période. Il fallait être là, les amis.